À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je vous emmène en terre genevoise rencontrer le docteur Giobellina et sa patiente Eugénie, une pianiste et ethnomusicologue de 50 ans. Christophe Giobellina est anesthésiste indépendant, mais il pratique également l'hypnose. Depuis le mois de novembre 2021, il accompagne Eugénie dans son acceptation et sa reconstruction personnelle suite à un cancer qui a conduit à l'ablation de ses 2 seins et de ses ovaires. Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, en Suisse, quelques 6500 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes. C'est donc à Meyrin, dans le cabinet du docteur Giobellina, qu'Eugénie nous livre son témoignage. Bonjour Eugénie. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Eugénie, vous avez été diagnostiquée pour un cancer du sein en 2021 et vous avez connu une variante passablement agressive de ce cancer. C'est quoi votre histoire ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai été diagnostiquée par hasard, comme ça, parce que j'avais l'habitude de faire des contrôles chaque année. Et puis là, par hasard, ma gynécologue a vu quelque chose d'anormal. Et puis, il se trouvait en fait que j'avais déjà 3 tumeurs et que c'était une variante, comme vous venez de dire, agressive. Alors bon, pour moi, quand on m'annonce un cancer, forcément c'est agressif, mais je n'avais pas compris la teneur de ce mot dans le contexte médical, c'est-à-dire la vitesse de propagation en fait des cellules tumorales et le fait qu'il fallait intervenir très rapidement avec une chimiothérapie on dit dose dense, c'est-à-dire on va rapprocher les séances, on va laisser moins de semaines entre deux, c'est-à-dire toutes les 2 semaines au lieu de toutes les 3 semaines, puis après chaque semaine. Et puis en dose dense, ça veut dire que on va donner le maximum de ce que le patient, la patiente peut supporter. On peut le faire on peut le faire avant 50 ans. Donc, comme j'avais 48 ans, donc on m'a prévenu que ce serait difficile, mais voilà, j'ai été très reconnaissante du fait que j'ai tenu et voilà. Donc après, il y a eu la série des opérations après donc cette chimiothérapie intensive, 2 opérations, une radiothérapie aussi assez conséquente, et puis un traitement d'1 année très récent, néoadjuvant comme on dit, qui a été à la source du problème, parce que en fait moi j'ai une mutation génétique, donc on appelle ça le BRCA1. Donc on m'a fait une analyse oncogénétique et donc il y a eu tout un historique sur ma famille, donc j'ai découvert plein de choses d'ailleurs par ailleurs sur ma famille. C'était une expérience assez étonnante dans le temps, c'est-à-dire on traverse une période, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre, et puis on se projette dans le passé aussi. Donc on est pris en fait comme dans une espèce de toile d'araignée, pris entre les mailles des filets de différentes temporalités. Et voilà, donc il y a eu une enquête, un travail de recherche sur les antécédents de ma famille, puis il se trouvait que j'avais cette mutation génétique. Et voilà, donc on a pu me donner un traitement, justement, c'est là où j'en viens, sur ce traitement néoadjuvant d'1 année qui a agi dans mon ADN même pour bloquer la fabrication de cellules tumorales. Et voilà, mais là je viens de sortir de cette année de traitement qui est quand même très fatigant, mais j'ai repris mon travail d'enseignement aussi, du piano au conservatoire. Donc vous, Eugénie, vous avez connu certaines problématiques au niveau du remboursement justement. Oui, au niveau de mes traitements, tout a été bien pris en charge jusqu'au jour où j'allais justement bénéficier de ce nouveau traitement néoadjuvant qui était reconnu déjà au niveau européen. Simplement, c'est un traitement qui a nécessité bien une décennie de recherche et qui est onéreuse, comme une chimiothérapie d'ailleurs.
Et là, il y a eu des difficultés au niveau de la prise en charge de ma caisse maladie. Donc, il a fallu batailler un petit peu. Il y a eu pas mal de correspondances et finalement ma caisse maladie a été d'accord de prendre en charge 6 mois du traitement alors que c'est dit que c'est sur une année, malgré le fait qu'on ait pu prouver que ça avait le même bénéfice. Il a fallu batailler. En fin de compte, ma caisse maladie a été quand même jusqu'au bout, mais avec quand même quelques lettres, donc avec un petit stress. Je dirais même pas petit, parce que quand il s'agit de nouveau de prendre un traitement qui augmente ses chances de survie, et puis qu'il faut dire à sa caisse maladie, mais peut-être c'est la peine de tout faire. J'ai un garçon qui à ce moment-là avait 7 ans, maintenant il a 9 ans. Enfin, je veux dire, je suis quand même ce qu'on appelle une maman, une épouse, mon métier. Ce sont des stress qui viennent se rajouter par rapport à la bataille de la maladie. C'est quelque chose dont, c'est vrai, on aimerait bien pouvoir s'en passer. Et alors, c'est à quel moment de ce parcours que vous avez rencontré le docteur Krzysztof Dziubelina, Eugénie ? Alors, justement, à la suite de ces opérations, j'ai rencontré un spécialiste, un médecin gynécologue spécialiste pour les ménopauses qui arrivent artificiellement. Alors, par l'anexectomie, donc l'ablation des ovaires, donc elle avait déjà été coupée par la chimiothérapie, mais là vraiment, c'était définitif. Et donc voilà, une ménopause accélérée et assez virulente. D'après le médecin, un cas de figure assez fort. Et puis évidemment, avec le cancer, on ne peut pas donner aux patientes une quelconque aide en raison des hormones et tout ça. On peut rien donner. Donc on se tourne vers d'autres types de thérapies. Et puis c'est là que sur un bout de papier, j'ai noté les coordonnées du docteur Dziubelina et que j'ai commencé ce suivi qui m'a aidé pour d'autres domaines aussi liés à la maladie. En tant qu'anesthésiste, comment on peut peut-être mettre en lien ou pas vos deux casquettes au niveau de comment vous construisez la relation à vos patients et particulièrement à Eugénie dans le cas d'aujourd'hui? On a toutes et tous notre propre sensibilité de communication ou simplement d'être avenant, de essayer, je dis bien essayer, de se mettre à la place d'eux, etc. Et ces rencontres un peu éclairs qu'on peut faire avec des patients au bloc opératoire, par exemple, on peut très bien finalement, si j'ose dire, bâcler le travail relationnel et faire une anesthésie parfaite dans les règles de l'art avec médicalement ce sera irréprochable. Et puis on est très nombreux à avoir un intérêt sur la communication et sur le fait qu'on va devoir rassurer, qu'on va devoir faire en sorte que les patients nous font confiance. Et là, l'outil hypnotique est vraiment un liant qui est, j'ose le dire, très satisfaisant en fait, autant pour les patientes que pour les médecins. C'est comme si on avait plus cette capacité pas cette capacité, mais parce qu'on l'a appris à justement observer quels sont les mots, quel est le registre, le champ lexical des patientes. Est-ce elles sont plus auditives, est-ce qu'on plus visuelles, etc. Et là, du coup, c'est comme si on avait une accroche qui pouvait être un peu plus rapide et peut-être un peu plus profonde et surtout un peu plus humaine. Voilà. Ouais. Eugénie ? J'aimerais rebondir sur cette notion de faire du liant, en fait, si je peux dire de cette manière-là. Alors, quand on est traité pour une maladie grave comme celle que je traverse, on a des étapes très nettes. On a l'étape 1, chimio, l'étape 2, l'étape 3, ce dont j'ai énuméré au début. Et puis,
nous, on a le sentiment que on reste la même personne, on traverse ça, on a beau faire chaque étape, on a un ressenti, on a un vécu qui est toujours dans la continuité. C'est l'évidence même, mais ça paraît pas si évident que ça quand on est traité médicalement. C'est que ce que j'ai pu trouver ici dans le cadre de l'auto-hypnose, c'est ce suivi en continuité, dans la continuité. C'est pas Eugénie 1, Eugénie 2, Eugénie 3 par rapport aux étapes, mais c'est toujours ce que je ressens et comment ça évolue, comment j'arrive à acquérir, à faire évoluer aussi les outils, les compétences que j'apprends dans ce cadre-là pour vivre et traverser cette période de vie. Et le docteur Jobelina, il va être aussi, en quelque sorte, il va écouter, il va me donner des outils, mais il va être le témoin de ça aussi, dans cette continuité-là. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement nécessaire et qui permet aussi de reprendre pied dans la vie et de retrouver aussi cette confiance qui a été un peu mise à mal. C'est pour ça que, voilà, même si j'apprends toujours, mais je pourrais dire que je gère plus ou moins les techniques d'auto-hypnose, c'est pour moi important de revenir de temps en temps, même si c'est une fois tous les 2 mois, mais c'est toujours quand on se retrouve et que je discute de mes difficultés et puis qu'on pose les choses, c'est toujours, il s'agit toujours de ma continuité dans un contexte précis, mais toujours la continuité. Et ça m'aide beaucoup de cette relation de patient à médecin là. C'est très important parce qu'encore une fois, les traitements sont quand même compartimentés et on a besoin d'un médecin témoin qui nous donne autant d'outils. Ça c'est vraiment important. Et d'après ce que j'ai compris, hein, les connaissances, le fait que le docteur Jobelina soit anesthésiste, qui connaisse le milieu médical très bien, qui connaisse exactement en tout cas médicalement, ce que vous traversez, ça a été un plus au niveau de la confiance de base. Vous ressentez ça, docteur Jobelina, dans votre pratique, que votre casquette d'anesthésiste, ça rassure généralement en face? Oui, je le ressens. Je le ressens aussi parce que j'ai finalement ce second métier entre guillemets qui est vraiment à la frontière de la psychologie, sans dire psychiatrie, mais voilà, j'ai développé toutes ces compétences grâce à cette formation d'hypnose. Mais ce que je remarque aussi, c'est que il y a beaucoup de patientes et de patients qui n'ont simplement pas envie d'aller voir un psychiatre ou un psychologue pour tout un tas de raisons qui leur est propre et qui préfèrent passer par quelqu'un qui a cette casquette de médecin somaticien, voilà, que j'assume complètement, et c'est comme si du coup cette patientèle était sélectionnée par cette double casquette. Oui, absolument. On me le répète souvent, je viens vous voir parce que vous n'êtes pas psychiatre ou psychologue. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Eugénie, face au docteur Jobelina qui vous a apporté? Alors d'abord, j'ai trouvé en fait la possibilité de faire du lien et aussi de faire du sens par rapport à la multiplicité des traitements que j'avais, qui sont compartimentés. J'ai eu droit à des excellents traitements au HUG, mais bien entendu, il y a la chirurgie, il y a l'oncologie, il y a mon médecin de famille. Il y a donc ces domaines qui se parlent quand même un petit peu, mais c'est vraiment entre deux portes, c'est rapidement, c'est de temps en temps un coup de téléphone, mais très rapide. J'ai aussi été aidée par une psychiatre que je connaissais d'avant, mais que j'ai retrouvée dans ce cadre-là,
que je n'ai pas forcément vu beaucoup, parce que il s'agissait pas pour moi disons, je traversais une période et j'avais besoin aussi de conseils par rapport à ma famille, par rapport à mon fils. Qu'est-ce que je pouvais dire, comment il fallait gérer ça. Et comme cette psychiatre et pédopsychiatre, ça tombait très très bien. Donc elle m'a beaucoup aidée. Mais voilà, ce sont des domaines assez clairs. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être l'auto-hypnose. Et il se trouvait qu'en fait, j'avais quelques difficultés dont j'avais besoin d'avoir des pistes, des outils pour m'aider, notamment par rapport au fait d'avaler les capsules. Je devais en avaler beaucoup pendant une année entière sans les couper. Si vous voyez ces images d'antibiotiques, de gros antibiotiques, souvent on peut en avoir dispersés, mais ça, il n'existe pas pour ces nouveaux traitements. Il fallait vraiment les avaler d'un coup. Et il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, avec mon blocage d'avaler tout rond, ces grosses gélules, il fallait s'attaquer à ce problème, et puis rapidement, parce que il s'agissait pas de remonter aux origines, pourquoi j'avais cette peur d'avaler qui remontait à mon enfance, ou probablement j'avais dû une fois avaler de travers, ou Dieu sait. Là, il n'y avait pas vraiment le temps pour ça. Donc, il fallait prendre ce traitement. Et donc, j'ai expérimenté cette approche avec le docteur Joe Molina, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que c'était une possibilité pour moi de cibler la question, mais avec un médecin qui comprenait tout ce que je lui disais par rapport aussi aux opérations, aux traitements d'oncologie. Donc, le contexte était là. Et puis, il y avait aucun jugement, rien. Il n'y avait pas il n'y avait pas d'injonction, il faut que. C'était ni ma famille, ni mon oncologue qui me disait vous devez prendre ce traitement, il n'y a pas le choix, c'est une question là de survie, vous devez vous battre pour survivre. Donc là, c'est vraiment, ça a été une approche de non-injonction, mais plutôt une induction qui s'est faite de pair avec ce que je pouvais formuler. Et petit à petit, le décor a été posé. Il a été, je dirais, co-construit. Je ne sais pas si je peux dire de cette manière-là. Mais voilà. Donc, à chaque consultation, c'est comme si on faisait un tableau ensemble. Voilà, il y a ça, et comment je pouvais me mettre dans une situation de grande détente sans me dire je dois y arriver. Il me reste plus que 3 semaines avant que le traitement commence. Et c'est arrivé. Et quand j'ai le premier jour de mon traitement, donc chaque jour je devais prendre une certaine quantité. Au moment où j'ai avalé ça, j'ai pu me remettre dans la situation que je vivais à chaque fois que j'étais en consultation en auto-hypnose, avec toutes les références olfactives, tout ça, enfin tous les sens, les 5 sens, c'est surtout ça l'approche, et la confiance était là. Dans le cas d'Eugénie, dans quelle mesure vous avez employé l'hypnose et l'anesthésie? Est-ce que vous avez employé les deux choses ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture de ce cabinet est en fait une suite logique de ce que j'avais déjà commencé à faire au HUG. Les HUG ont implémenté assez massivement l'hypnose médicale au sein de cette institution, qui est une très bonne chose, et ont commencé à ouvrir des consultations d'hypnose médicale. Donc, lorsque j'ai réintégré les HUG à cette période-là, c'était de mémoire en 2018, alors que je pratiquais évidemment ces compétences de communication à l'intérieur du bloc opératoire. Avec la naissance de ces consultations dédiées à l'hypnose médicale, on est donc sorti du bloc opératoire, évidemment avec des indications qui devenaient de plus en plus larges,
Ça pouvait être de l'anxiété péropératoire, de la phobie des aiguilles, d'actes médicaux, etc. Et donc, je prenais gentiment part à ces consultations qui existaient depuis peu et que j'ai finalement continué à faire ici dans ce cabinet. Donc ça, c'était la partie hypnose. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai reçu Eugénie, et qui était complètement en dehors du bloc opératoire. Là, on était vraiment dans quelque chose d'autre. Eugénie, merci pour votre témoignage. Mais de rien, c'était un plaisir de pouvoir partager ces impressions avec vous aujourd'hui. Merci, et merci Dr Giobellina d'avoir été ici. Merci à vous pour la proposition. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble.